Salut et bienvenue. Petite promenade tranquille sur la côte finistérienne nord, donc en plein pays du Léo, chez les Léonards. Et je vais vous montrer quelques sites en fait très intéressants. Voilà, dans ce que je fais généralement sur la chaîne. Et là je suis comme ça parce qu'on est en décembre. Je tourne en décembre. On est le 30 décembre précisément. Histoire d'être bien en fait. D'être bien au chaud. Il fait beau, ça va? Il pleut pas, ça va, c'est cool. Donc on va se promener un petit peu et je vais vous montrer quelques trucs à droite à gauche en fait de ce côté-là du Finistère. C'est la première fois de ma vie que je viens en territoire du nord-ouest finistérien. C'est clairement de la grosse découverte. Je suis pas frileux par contre là, ouais, il y a pas mal de vent. Et on est vraiment en pointe Finistère, donc c'est pratique. Je sais même pas si on va m'entendre avec tout ce bordel. J'ai choisi cet endroit précisément du fait de son importance terrestre. C'est le point le plus à l'ouest de France géographiquement et hors île. Ici se nomme la pointe de Corsen et il y a les 4 directions de l'ensemble des extrêmes terrestres de France. À l'est, au nord et au sud. Le but est, vous l'aurez compris, de visiter un peu le territoire pour le découvrir. Il y a moins de vent que tout à l'heure, parce que je suis pas du tout sur la côte, enfin je suis à 3 bornes de la côte, donc le vent est un peu moins froid. Comme je disais, je ne connais pas le Finistère nord du côté ouest, donc je découvre. Et là je découvre aussi ce pigeonnier en même temps que vous, donc c'est plutôt classe. Je m'arrête dès qu'il y a une pancarte qui m'intéresse en fait, ou c'est un site qui m'intéresse, je m'arrête et puis je vois si ça passe ou pas à la caméra. Donc là je vous montre ce petit pigeonnier du XVIIIe siècle. J'ai toujours kiffé les pigeonniers parce qu'en fait on a une lumière qui vient du haut, ça fait un puits de lumière et on peut faire de très belles photos avec ça, franchement. C'est un sujet que je voudrais aborder aussi sur la chaîne, c'est vraiment les pigeonniers bretons du XVIIIe siècle, comme celui-là, puisque c'est assez répandu dans toute la Bretagne, en tout cas sur la côte ouest, dans le Finistère. Ailleurs je sais pas, c'est pour ça que c'est intéressant de s'y pencher un petit peu. C'est le patrimoine aussi, hein. C'est du patrimoine, ça fout le camp, mais tout le monde s'en branle plus ou moins. C'est intéressant. C'est un gros projet qui est intéressant parce que là, il faut vraiment se promener dans tous les sens, quoi. Ouais. Bon, on poursuit. Derrière moi, donc il y a le pigeonnier. Et à 100 mètres de l'autre côté, là-bas, il y a un bassin en pierre où on travaille le lin. Donc je pense qu'on va aller faire un tour. Donc là, bon, je suis arrivé au bassin. Comme je n'ai pas l'histoire du truc, je vous la fais en off, c'est mieux. Ce grand bassin de 63 mètres carrés est nommé rouissoir ou poulain, est intégralement en pierre et mesure jusqu'à 1 mètre de profondeur, alimenté par une source souterraine. Lors des moissons du lin, ce dernier était plongé directement par brassée. 10 jours plus tard, suivant la température, les fibres de la tige commencèrent à se séparer, et après séchage, la filasse est traitée pour les ateliers textiles. Accusée de pollution, cette technique sera laissée de côté au XXe siècle pour un autre système. C'est toujours intéressant d'avoir ces petites choses du patrimoine qu'on a complètement oubliées ou mis de côté ou carrément écrasées par une merde, je sais pas, d'un bâtiment neuf par exemple ou d'une autoroute. Ah, pour l'instant l'autoroute ici, ce serait dommage. Bon bref, je repars. Le GR34, nommé Sentier des Douaniers,
et les sentiers maritimes qui commencent au Mont-Saint-Michel et se finissent à Saint-Nazaire pour une distance de 2090 km. En marchant à 40 bornes par jour, vous mettrez pratiquement 52 jours pour faire la randonnée. Les gens qui ont dû faire le GR34 intégralement, je pense que vous avez vu de belles choses sur votre chemin, c'est certain. Et là, alors là par contre, j'ai un accès, ça est fermé. En fait, je me suis arrêté parce que sur ma gauche, il y avait un pigeonnier supplémentaire, encore un, et qu'ils ont muré. On ne peut pas rentrer dans le pigeonnier parce qu'ils l'ont muré. Wow. Oh, excellent. Il y a une grosse table au centre. Génial, putain, ça c'est génial. Bon, forcément. Ouais. Exemple typique du patrimoine dont tout le monde n'en a rien à foutre. Il est, enfin, d'ici, donc il y a de la porte en bois, il y a la table en pierre à l'intérieur, enfin, non, et on fout ça devant quoi, parce que c'est interdit de voir ce qu'il y a derrière ou de, enfin, le patrimoine est en péril complètement, ça c'est pas nouveau. Par contre, on prend bien en compte que, bah, c'est pas Notre-Dame de Paris quoi. Ah ouais, ah là c'est pas Paris. Là, j'ai plein de vent, il y a plein de vent, plein de vent. Devant moi, il y a deux menhirs, dont un qui est couché. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, je mets là le nom du menhir, des menhirs. Et bizarre parce que là, ça a été gratté autour et puis je sais pas. Je vous montre ça parce que c'est bizarre. Les deux menhirs dateraient de moins 3000 avant JC, sont taillés tous les deux dans le granit rose. Le premier menhir, debout, mesure 10,40 m sur 6 mètres de circonférence. Son ami en face à 40 mètres, malgré le fait d'être couché, mesure 9,20 m et 3,22 m de circonférence. Je me demande si celui-là, on peut peut-être le redresser, non? Vous en pensez quoi? Ça pourrait être vachement intéressant d'avoir les deux alignés comme avant, quoi. Putain. Ah. Ouais, c'est chaud la barbe, hein. Je ferai une vidéo. Ou pas. Je repars sur notre site, là, on va partir sur normalement deux autres menhirs qui sont aussi grands que ça, d'après ce que j'ai pu voir, et qui sont pas trop loin d'ici, et qui, eux, sont tous les deux debout. Théoriquement. Putain, on a... Ouais, ça me saoule, on y va. Autre endroit, donc à peu près à 3 km à peu près de l'autre site. Bon là, ça suit sur les menhirs de Saint-Dénec, qui sont beaucoup plus petits. Je pensais les voir beaucoup plus gros en fait, mais non. Et ce sera intéressant de voir s'ils sont dans le même alignement que les gros en fait. Juste par curiosité. À l'origine, il y a 3 menhirs ici, un couché et 2 debout. Ils sont de même composition que les menhirs de Cargadiou, datés du néolithique sans avoir d'autres précisions. Le premier mesure 3,20 m et l'autre 3,10 m. Celui se trouvant couché mesure 2,70 m et est gravé de haches en relief. Alors, derrière moi, il y a ma barbe aussi et deux menhirs de Saint-Dénec. Là, je suis dans le champ d'en face. Il y a du vent, putain. Et il y a aussi des pierres.
Si je suis bien mon hypothèse de ce que je vois et de mes connaissances, avec mes connaissances propres, le terrain où je suis, c'est un ancien site d'alignement de menhirs. Hypothétique. Puisque derrière moi, j'ai plein de menhirs qui sont stockés, d'autres qui sont intégralement couchés. J'en compte 1, 2, 3, 4, là 5 et peut-être 6 ou 7 en plus là-bas. Il y en a 2 qui sont sur l'alignement du terrain par rapport à la route et forcément les 2 en face qui sont debout. Donc hypothétiquement, ici c'est un site d'alignement de menhirs. Et vu le nombre, eh ben, ça devait être vachement intéressant. Ou alors c'est un dolmen qui est enfoui et qui est non fouillé. Enfin, je ne connais rien du site en fait, strictement rien. Je fais que des hypothèses par rapport à mes connaissances et ce que je vois. Donc forcément, en rentrant chez moi, je vais faire des recherches. Logique. Pour en face, je n'ai rien trouvé de concret qui puisse attester d'un alignement de menhir. Pourtant, quand on regarde de haut, tous les rectangles dans la parcelle sont des pierres couchées, ce qui se vérifie sur le terrain. J'attends vos remarques, suggestions et des connaissances sur ce terrain-là. Toute hypothèse est forcément bonne à prendre. Bon voilà, c'est... Alors pour une première vidéo sur le Finistère, c'est pas mal, hein, je pense. 3 endroits différents, plus ou moins. Donc on va continuer là-dessus. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ouais, c'est pas fini en fait. Ouais, je pensais, hein. Là, je partais vraiment chez moi, je partais vraiment du coin et je me suis... j'ai vu ce dolmen passant devant. Donc autant le profiter. Je le connais même pas, je sais pas où je suis. Enfin, l'aventure. Le dolmen de Pouliot est composé d'une chambre unique mesurant 1,60 m de large sur une profondeur de 1,30 m et atteint 1,70 m de haut. Les pierres arrondies n'ont pas été travaillées. Elles ont été choisies parmi les blocs érodés naturellement lors des glaciations, ce qui pourrait faire penser à une architecture primitive nommée dolmen simple par les archéologues. Il n'est pas daté car il n'y a pas d'études ni de fouilles révélant une datation précise. Voilà, donc c'est un petit dolmen. Et juste en face, à environ moins de 50 mètres, il y a des grandes pierres aussi par terre. Soit c'est des menhirs couchés, soit c'était un ancien dolmen qui était complètement ravagé. Et en face, il y a aussi un menhir qui est debout. On n'a pas à le voir, ça sert à rien. C'est bon, on va pas non plus faire tous les menhirs du site. Hein. C'est bon. Je rentre chez moi quand même. Hein. Donc cette fois-ci, bonne journée à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça peut être intéressant pour la suite. Bon. Allez, salut. Ah bah il y en a encore un là. Voilà, encore un là. Je pense que je vais vraiment faire un sujet sur les pigeonniers parce que ça doit être vachement intéressant à voir aussi. Comme le château en Bretagne.